Voilà, donc je redessine la figure d'interférence un peu rapidement, parce que ce qui m'intéresse simplement, c'est l'image qui est sur l'écran. Monsieur aussi, je voulais vous demander, parce que je n'étais pas là cette semaine, et Oui. il y a quoi dans le contrôle de... Alors, vous aurez les satellites et puis les ondes. C'est les lois de Kepler, les satellites? Les satellites, c'est les lois de Kepler et puis l'application avec les lois de Newton. Mais ça commence par les lois de Kepler. Oui. Et ça finit avec le satellite géostationnaire. Donc, un exercice sur les satellites, un gros exercice. Ah, j'ai dit à vos camarades, il faut compter que le devoir sera dissymétrique. C'est-à-dire que l'exercice sur les satellites sera en gros sur 12, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais en tout cas, ce ne sera pas moitié-moitié. Et puis un exercice sur les ondes. Alors, donc interférence en ondes lumineuses, on a déjà dessiné ça. Donc je place un système de 2 ouvertures en face du faisceau laser, et ce système de 2 ouvertures me fait 2 phénomènes de diffraction. Et ce qui va m'intéresser, c'est la zone ici, dans laquelle j'ai les 2 faisceaux diffractés qui coexistent. J'ai 2 ondes, j'ai des interférences. On a vu mercredi en TP, même si vous n'étiez pas là, monsieur Sibuet, qu'en fait, on a une superposition de 2 figures, une figure de diffraction, correspondant au phénomène de diffraction qui est évident ici, et puis les figures de diffraction étaient entre guillemets assurées par les tâches d'interférence. Donc vous aviez un phénomène qui était de ce type-là. On avait ici des petits, on va dire, rectangles lumineux, tous équidistants. Donc de même taille, pas forcément de même configuration. Parce que la partie centrale était très lumineuse, puis au fur et à mesure que je m'éloigne de la partie centrale des tâches, j'ai de moins en moins de lumière, ce qui fait que, en fonction de l'endroit où je regardais, la tâche brillante nous paraissait peut-être parfois plus grande au centre que sur les côtés, tout simplement parce qu'au centre, il y a plus de lumière, et donc, on voit plus facilement. Ça fait effet contraste. Alors que sur les côtés, il y a moins de lumière, donc comme il y a moins de lumière, il y a toute une partie importante qui est en dessous de ce que l'œil peut détecter. Et donc l'interfrange, c'est soit la taille d'une tache lumineuse, c'est notre petit i, donc soit la taille d'une tache lumineuse, c'est-à-dire je pars du milieu de la partie sombre au-dessus au milieu de la partie sombre en dessous, soit la distance entre 2 taches lumineuses consécutives. Ou plus exactement, la distance entre le centre de 2 taches lumineuses consécutives. Vous choisissez la méthode la plus pratique. Moi, je vous ai dit, celle-là, ça me paraît être la moins pratique. Parce qu'il faut déterminer le centre d'une tache lumineuse, et ça, c'est pas toujours évident. Et en plus, il faut la regarder attentivement, alors que la lumière du laser est dangereuse. Alors que si vous focalisez sur les parties sombres, ça me paraît moins dangereux. Donc, on avait ce phénomène-là. On avait mis en propriété que, finalement, la longueur de l'interfrange était donnée par leur relation lambda d sur A, en faisant bien attention que ça ressemble quand même pas mal à la formule de la diffraction, donc il faudra bien différencier les deux. Et cette longueur d'interfrange, ce qu'on était en train de faire, c'était de le démontrer. Oui. Oh si, vous avez raison. Merci, c'est celle-là. Il faut faire assez attention. Voilà. J'avais un petit bout qui n'était pas fini. Voilà. Et donc, première idée, repérer où sont situés les endroits d'interfrange, les endroits d'interférence constructive. Et donc, pour les repérer, il faut que je mette un système d'axes. J'ai donc créé un axe OXY, tout à fait classique.
où l'axe Y est comme ceci, et je vous ai dit finalement l'axe Y, je m'en moque. Mais comme on fait un repère, autant mettre les deux axes. Et l'axe des X, je l'ai choisi selon l'écran. Alors je l'ai dirigé vers le haut, je le dirige vers le bas, c'est pareil. L'origine du repère, par contre, c'est très important, c'est l'axe de symétrie de ma figure. Donc l'origine du repère passe au milieu des deux ouvertures. Là, ici, vous avez ce que j'ai appelé S1. Là, ici, ce que j'ai appelé S2. La distance S1, S2, c'est ce qu'on appelle les petits a. Là, vous avez la distance grand D entre l'écran et puis la diapositive. Et donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, cette distance-là, je m'en moque. C'est-à-dire la distance à laquelle est situé le laser de la diapositive, que je sois ici ou ici, c'est pas important, puisque de toute manière, c'est le phénomène de diffraction qui me fait l'interférence. Donc, mon phénomène étudié commence à la diapositive. C'est pour ça que ma distance, c'est la distance entre la diapositive et l'écran. Voilà. Alors, après, pour savoir comment je me place, je vous ai pris un point M. Bon, je ne sais pas, j'ai dû le mettre par ici. Et ce point M, il est caractérisé par une valeur de son abscisse qui est égale à X. C'est combien la valeur de Y? Même si ça n'a pas d'intérêt ici, juste pour qu'on soit sûr de retravailler sur les repères et tout. Oui? Voilà. La valeur de Y, c'est 0 parce que je suis sur l'axe des abscisses. Et par définition, l'axe des abscisses, c'est Y égale à 0. Donc si je devais écrire mes coordonnées comme vous avez l'habitude, ça fait X et 0. Donc je place mon point M en un point X et je veux savoir en fonction de la valeur de X, où se situent les interférences constructives. Et les interférences constructives, vous vous rappelez, c'est le milieu des taches brillantes. Et donc, pour ça, ça faisait appel à la notion de différence de marche. On parle même parfois de différence de chemin optique. Et la différence de marche, c'était S de M moins S1M. C'est-à-dire la différence entre le trait qui est ici, S2M, et le trait qui est ici, S1M. Et il me semble qu'on s'était arrêté là. Ou alors j'avais donné la différence de marche en fonction de X déjà, le AX sur D. Ouais. Donc vous voyez ici, finalement quelque part j'ai un triangle quelconque. Le côté S1, S2 je l'ai, mais S1M et S2M je ne les ai pas. Comme c'est un triangle quelconque, trouver cette longueur-là en fonction de ces deux longueurs-là, ça se fait, hein, c'est des maths. Mais c'est des maths de géométrie, hein, enfin compliquées, si, quand même un petit peu. Et donc la formule que je vous ai donnée, à savoir que S2M moins S1M, c'est A fois X sur D, c'est une approximation. C'est l'équivalent dans la diffraction de tangente θ égale θ. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai tout le temps. Mais nous, on va considérer que c'est vrai tout le temps. Oui. J'ai mis XD sur A. C'est XD sur A. Vous avez raison. Je me suis trompé. C'est XD sur A. Il faut que je fasse attention. Oui. Alors, ça représente la longueur S de M moins la longueur S1M. Non, parce que c'est proportionnel à D. C'est pour ça que je me suis... Enfin bon, c'est proportionnel à D, c'est-à-dire que plus D est grand, plus la longueur S de M et la longueur S1M sont grandes, donc plus la différence entre les deux va augmenter. Et donc c'est inversement proportionnel à A, parce que plus A est petit, plus la distance entre les deux est petite. Oui? Alors, oui et non. Oui, l'interférence en lumière va être au programme du contrôle.
Non, la démonstration, alors qu'on soit bien clair, dans le cadre de votre programme, vous êtes censé savoir refaire cette démonstration. Donc ça, c'est à votre programme. Mais je ne vous la demanderai pas au contrôle. C'est-à-dire que la partie vraiment calculatoire, ça va être les satellites. Donc la partie interférence-diffraction, ce sera une partie plus application. Voilà. C'est pour ça que les satellites, je vais le mettre sur plus de points que la partie onde. Donc voilà, ça, ce ne sera pas à refaire. Donc on s'était arrêté là. Je n'ai pas parlé pour l'instant de K lambda, ou j'en ai parlé? Si? Donc comme je veux une interférence constructive, la définition des interférences que l'on a vues dans le paragraphe grand 2, qui est vrai pour tous les types d'ondes, c'est de dire que j'ai une interférence constructive quand S de M moins S1M est égal à K lambda. K étant un anti-relatif. Donc vous vous rappelez, parce que non, c'était pas avec vous, c'était avec vos camarades dans le groupe. Hein. Z, c'est bon, tout le monde l'a en tête? Anti-relatif, c'est-à-dire les entiers naturels et les entiers négatifs. Vos camarades n'avaient plus le Z en tête. L, ça allait, R, ça allait, Z. Voilà. Donc ça, c'est toutes les valeurs numériques entières, positives ou négatives. Pourquoi je dois inclure les négatives? Oui. Voilà. Si mon point M est de ce côté-là, c'est S1M qui est plus grand que S de M. Et à ce moment-là, S de M moins S1M est négatif. Donc il faut que je tienne compte de ma symétrie. C'est vrai que j'ai toujours tendance à mettre S de M en premier, hein, mais en fait, mon différence de marge, ça pourrait être un S1M moins S de M aussi. C'est un choix. Et donc, en fonction de la position de votre point M, ce sera positif ou négatif, et donc je dois l'intégrer là-dedans. Bon, une fois qu'on a ça, on a quasiment terminé, puisque je vous rappelle, l'objectif, c'est de trouver où se trouve mon point M, autrement dit, trouver la valeur de X, pour qu'on ait des interférences constructives. Donc, pour qu'on ait une différence de marge qui soit égale à K lambda. Donc, j'ai les différences de marge qui sont égales dans ces deux cas. Ça me donne, si je fais l'égalité, XD sur A est égal à K fois lambda. Il n'y a plus qu'à tout passer de l'autre côté pour avoir X est égal à K fois lambda, petit a, sur D. J'ai fait passer D en divisant, j'ai fait passer A en multipliant. C'est fini. Mes points d'interférence constructive sont des multiples entiers de lambda A sur D. Donc il suffit que je calcule lambda fois A que divise D, ça me donne une valeur numérique, et puis je fais 0 fois lambda A sur D, ça c'est facile, ça fait 0. Puis je fais 1 fois lambda A sur D, donc ici 0 fois lambda A sur D, 1 fois lambda A sur D, 2 fois lambda A sur D, 3 fois lambda A, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et ici, moins 1 fois, moins 2 fois, moins 3 fois, moins 4 fois, moins 5 fois. Donc j'ai mes valeurs me permettant de savoir où sont les interférences constructives. Oui. Alors, le cas, c'est l'ensemble des valeurs possibles des entiers naturels, et c'est ce cas-là qui va me dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. En faisant bien attention que la première tâche brillante, c'est quand K est égal à 0. Pourquoi le seul endroit que je connaisse avant même de faire les calculs, c'est lui? Je savais déjà que lui, au point O, j'ai une interférence constructive. Sans même m'embêter. Sans qu'aucun calcul ni rien. Enfin, il y a un petit bout de calcul, mais. Oui? Ouais, mais c'est plus mathématique que ça. Oui? Voilà. Le point O, c'est l'axe de symétrie. Donc le point O, il est équidistant de S1 et de S2, puisqu'il passe par le milieu de S1 et de S2. Hein. Quelque part, pour reprendre le terme mathématique, le point O appartient à la médiatrice de S1 et S2. Donc ce point O, il est tel que S2O moins S1O est égal à 0, parce que S1O est égal à S2O. Donc, mon origine du repère, c'est sûr, c'est un point d'interférence constructive. Et puis les autres,
et sont donnés par cette relation-là. C'est bon, tout le monde a pris la démonstration? Et celle-là, il faut savoir la refaire. Ça, par contre, attention, quand je vous dis savoir la refaire, ça, normalement, dans votre programme, il est marqué que ça doit vous être donné dans l'énoncé. Donc, contrairement à tangente θ égale à θ, que vous devez savoir dans le cas de diffraction, celle-ci, normalement, ça doit vous être donné. Et puis ensuite, le reste, c'est vous qui faites. Bon, c'est pas une grosse démonstration, hein, ça prend 2 lignes. Fin de la première partie de la question, qui était repérer les endroits d'interférence constructive. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous saurez refaire? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Trouvez-moi les points d'interférence destructifs. Donc, notez. On recherche la position. On recherche la position des points d'interférence destructifs. On recherche la position des points d'interférence destructifs. Voilà. Donc on est bien d'accord, hein, c'est la même démarche. À vous. Vous voulez que je fasse un kilomètre aussi? Non, c'est bon. Voilà, c'est ça. On travaille avec le temps, donc on est T2, T2 égal. On travaille avec le ça.
ça peut. Si c'est loin, c'est plus compliqué. Soit je travaille avec le temps, soit je travaille avec le temps. C'est la formule de l'interférence. Interférence des produits. Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Ah, vous avez votre préférence? Regardez. Interférence des produits. Là? Ouais. Oui, c'est ça. Alors attention, ça c'est la formule ici. Moi je suis dans l'interférence entre les deux, parce que c'est notre travail. Cette formule ici, elle est vraie pour n'importe quel type d'interférence. C'est pour ça que je dis que c'est l'équivalent de représenter la l'étape, c'est vrai tout un peu B sur X. Sur X sur X. Voilà. Alors là, après, je vous ai donné ça, je vous ai donné l'idée du raisonnement. Mais on est parti de là. En disant que pour que je sois une interférence de petit, il faut que le maximum de l'un arrive avec le minimum de l'autre. Donc il y a un décalage d'une demi-période pour qu'un maximum coïncide avec un minimum. Et donc j'ai traduit le décalage d'une demi-période avec cette formule-là. Et ensuite j'ai simplement tout multiplié par V. Et donc en multipliant le temps par la vitesse, j'ai une distance. Et la période, bah, c'est la longueur d'onde. Enfin, la longueur d'onde, c'est la période qui multiplie. Donc là, je suis passé de là à là, Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Parce que finalement, quelque part, ce que vous avez retenir, c'est ces deux formules-là. Pas forcément comment je passe de l'une à l'autre. Oui, d'accord, ça va, c'est ça. Allez, on y va. Ça, je vais le voir après. Avant de faire les calculs, concrètement, dans mon petit dessin, là, où est-ce qu'ils sont mes points d'interférence destructifs? Si moi, je regarde ma figure comme vous l'avez fait mercredi, je les vois où? Oui? Pardon? Quand il n'y a pas de lumière. Autrement dit, au milieu de la partie sombre, entre deux taches lumineuses. Puisque je dis, le milieu de la partie sombre, c'est justement là où ça fait vraiment I égale à 0. Quand je ne suis pas au milieu, j'ai les parties sombres, mais c'est parce que je n'ai pas assez de lumière pour que mes yeux réagissent. Donc voilà. Donc maintenant, où est-ce que sont situés ces éléments? Eh bien, j'ai la même chose, j'ai ma formule. La différence de marge qui vaut S de M moins S1M est égale à X fois D sur A. Et si je suis en interférence destructive, ma différence de marge doit être égale à 2K plus 1, lambda sur 2. Faites attention de ne pas vous perdre entre lambda et t. Soit je suis dans l'espace, soit je suis dans le temps. Et les différences de marge, c'est pour l'espace. Donc j'ai ça, et puis ensuite, je fais comme l'autre. J'ai mes deux relations. Ça me donne un xd sur a, doit être égal à 2k plus 1 lambda sur 2. Je suis un espèce de produit en croix pour avoir x qui vaut 2k plus 1. Je fais passer a, ça me fait lambda a. Je fais passer d sur 2d. Donc après, moi, dans mon exercice, je prends la valeur de lambda, la valeur de a, la valeur de d. Je fais mon petit calcul. J'ai, je sais pas moi, 10 cm par exemple. Et après, j'applique ma relation. J'ai 2k plus 1 pour k égale à 0, donc ça fait 10 cm. Pour k égale à 1, ça me fait 30 cm, puis 50 cm, puis 70 cm, etc. etc. Donc c'est vraiment mon calcul ici, et après je multiplie par mes entiers impairs. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Et puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 3. Une question?
C'est exactement pareil. C'est comme si j'écrivais 3 fois 2 fois 5 et que on est 2 fois 5 fois 3. C'est les mêmes termes, je les ai mis dans un ordre différent, mathématiquement ça marche. De la même manière, vous avez pu aussi prendre 2k plus 1 lambda sur d et tout diviser par 2d. Donc mon quotient, j'aurais pu le mettre comme ça. C'était pareil. Bon, je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans mes habitudes, mais ça marche aussi. Hein. Voilà. Alors, ça c'était ma première partie de calcul. Deuxième partie de calcul, retrouver la valeur de l'interfrange, parce que vous vous rappelez, c'était l'objectif annoncé. Je vous avais donné la valeur de l'interfrange, et ma démonstration a pour but de trouver la valeur de l'interfrange. C'est bon, tout le monde a fini de recopier? Je peux effacer? Je vais garder une partie de la figure, mais juste cette partie-là. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête mes définitions de l'interfrange. Premièrement, la définition de l'interfrange, c'est soit la taille d'une tache lumineuse, soit c'est la distance qui sépare deux taches lumineuses consécutives. Et là maintenant, il faut se souvenir de ce que je vous ai dit. La distance qui sépare deux taches lumineuses consécutives, je pars du centre de la première tache et je vais au centre de la deuxième tache. Même si je vous dis que c'est un truc à éviter en TP à cause de la brillance des taches. Mais concrètement, je pars du centre de la première tache, je vais au centre de la tache d'après. Et le centre de la tache, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est quel type d'interférence? Constructive. Donc ça veut dire quoi? La taille, la distance séparant deux taches lumineuses consécutives, je pars de l'interférence constructive d'une tâche et je vais jusqu'à l'interférence constructive de la tâche d'après. Comment je traduis que je passe d'une tâche à l'autre? Avec ma formule, vous vous rappelez? On vient d'écrire, x est égal à 2k plus 1 facteur de lambda sur 2d. Comment je vais traduire mathématiquement que... Pardon. Je pars de l'interférence constructive, puis je vous donne l'interférence destructive. K, lambda sur d. Comment je vais traduire mathématiquement que je passe d'une tâche à la deuxième, avec ma formule qui est là. C'est-à-dire quoi, K? Ouais, et donc, ça représente quoi aussi? Ben, ça représente le numéro de ma tâche, K. Là, quand K égale à 0, je suis sur la tâche brillante centrale, K égale 1, K égale 2, K égale 3, K égale 4, K égale 5, K égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ouais. Donc le K qui est ici, ça vous donne votre numéro de tâche. Et donc si, par exemple, je passe de la tâche 3 à la tâche 4, ça veut dire que je fais quoi dans mon équation? Si je prends le centre de la tâche numéro 3, l'interférence constructive pour la tâche numéro 3, à l'interférence constructive pour la tâche numéro 4. Oui? Et voilà. La tâche numéro 3, c'est K égale 3. La tâche numéro 4, c'est K égale 4. Si je généralise ça à n'importe quelle tâche, si la première tâche que j'utilise, c'est la tâche numéro K, la deuxième tâche que je vais utiliser, c'est la tâche numéro... Je suis passé de 3 à 4, donc je passe de K à K plus 1. Donc ça, c'est la première interférence constructive. Je ne fais pas d'application numérique, je fais que du calcul théorique. Ah, la question? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que vous avez raison, j'aurais dû vous la faire noter. On recherche la formule de l'interfrange. Donc on recherche la formule I égale lambda A sur D. Donc la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, enfin tout à l'heure, lundi, cette formule-là, maintenant, on la démontre. Oui. Ah, là je suis sur les interférences constructives, je vais diviser par 2 quand je ferai l'autre méthode.
C'est-à-dire que l'autre méthode, je passe du milieu d'une tâche sombre au l'autre milieu d'une tâche sombre. Bref, je passe d'une interférence destructive à l'autre. Donc là, je diviserai par 2 pour avoir une interférence destructive. Mais là, dans mon premier temps, c'est ça. Donc constructive à constructive. Donc la première interférence constructive, c'est K. Et puis X', c'est K plus 1, lambda A sur D. C'est la deuxième interférence. Constructive. Oui. Ça, c'est ma première. Et ça, c'est la deuxième. Non, non. Parce que ici, en fait, c'est la même formule que celle-là, mais je décale d'un cran vers le bas. Parce que mon interférence constructive, la formule de X qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est ça. Hein. La formule que j'ai trouvée juste avant le 2K plus 1, lambda sur 2, A sur D, ça, c'était l'interférence destructive. Et là, je suis en constructive. Et donc, mon interfrange, ça va être quoi? Eh ouais, mon interfrange, c'est ça, sur ma figure. C'est-à-dire, là où est située ma première interférence constructive, de là où est située ma deuxième interférence constructive. Autrement dit, mon interfrange, I, c'est X' moins X. Distance qui sépare deux interférences consécutives, deux interférences constructives consécutives. Bon, une fois qu'on est là, le reste après, c'est l'illustration. Oui. Oui. Ça n'empêche rien, j'ai mon K et mon K plus 1. Sauf que quelque part, dans notre esprit à nous, ça fera K et K moins 1, quoi, dans les valeurs négatives. Mais comme K est positif ou négatif, de toute manière, fondamentalement, c'est bien une soustraction, puisque je pars d'une interfrange à l'autre. Oui. Et en plus, quelque part, vous avez raison de me faire signaler ça, puisque là, je vous mets ces valeurs-là, alors que je suis dans les côtés négatifs. Mais même si je suis dans les côtés négatifs, comme K peut être un entier négatif, ça marche bien. Donc une fois que je suis là, je remplace X' et X par leur valeur. Ça fait K plus 1 lambda A sur D moins K fois lambda A sur D. J'ai plus qu'à développer, simplifier ma soustraction. Je développe le premier terme. Le premier terme, ça fait donc K fois lambda A sur D, plus une fois lambda A sur D. Donc le 1, je ne l'écris pas. K fois lambda A sur D plus une fois lambda A sur D, moins K fois lambda A sur D. Pardon? Et du coup, il y en a un qui s'annule. Le premier et le troisième, ça s'annule. Et on retrouve bien ce qui était l'objet de ma démonstration, la formule interfrange, lambda A sur D. Ah, j'ai encore fait la même bêtise. Zut. C'est lambda D sur A. De lambda D sur A. C'est lambda D sur A. Excusez-moi. Je fais la même bêtise depuis tout à l'heure. Vous reconnaissez? Attends. Elle égale 2 lambda D sur A. Non, non, mais je me suis trompé. C'est lambda D sur A. Voilà. Désolé. Je fais la même chose depuis tout à l'heure. Voilà. I, c'est lambda D sur A. Modifiez tout. Hein.
C'est bon, vous avez tout modifié, les D et les A? Oui. Ah, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête ce dessin-là. Et vous vous rappelez, mercredi, on a mesuré la distance sur 2 tâches consécutives. Donc ça, c'est x, et ça, c'est x'. Et les 2 tâches consécutives, je les traduis en disant que je passe de k à k plus 1 pour passer de la première à la seconde. Voilà. D'autres questions? Bon, il faut que je me mette ça en tête, sinon je vais finir par faire des bêtises. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est fini. On a fini la première partie du cours sur les ondes. Je vous ai dit qu'on allait en garder après. Il nous reste le son et puis ce qu'on appelle l'effet Doppler. On fera ça au 3e trimestre. Allez, on corrige l'exercice. Pendant que j'y pense, je vous le mettrai par écrit sur l'ENT ce soir. Donc moi, je vous ai demandé le 53, page 480, non, 59. Et on va rajouter un sur la diffraction en lumière et un sur l'interférence en lumière. Donc vous allez me faire aussi, pour la semaine prochaine, le 46, lui il est page 479, et le 51, qui est page 480. Et donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, ah bah oui, c'est vrai, je corrigerai lundi. Je mettrai ça dans le message de l'ENT de tout à l'heure. Oui. Ah, voilà, je me balade partout ici, et le point M matérialise ma question. C'est-à-dire que, vous vous rappelez ce que je vous dis, c'est où sont situées, dans la première partie, où sont situées les interférences constructives. Donc, je cherche où je dois placer un point sur l'écran, et ce point-là, je l'appelle M. Où est-ce que je dois le placer pour que j'ai une interférence constructive? Et donc, ce point M dont je vous parlais, je le traduis par son abscisse, X. C'est-à-dire que chercher X ou chercher M, c'est 2 synonymes. Alors, sans que ce soit un absolu, dans la lettre du ministre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il était quand même clairement indiqué que les devoirs qu'on allait vous donner, donc ils vont nous donner une méthode. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où ils vont aller dans les détails, mais il était quand même indiqué que parmi les choses qui seraient importantes, c'est que les devoirs qu'on va vous donner doivent être tirés des examens du bac. Donc ça, c'est facile, on fait que ça depuis le début de l'année. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Sans vous garantir les choses à 100%. Je vous avais dit lundi que finalement les exercices de bac, c'était essentiellement de la diffraction. Donc, si dans vos révisions, il y a un truc que vous devez savoir plus que l'autre, c'est la diffraction en lumière. Donc, notre paragraphe 3. Vraiment, celui-là, il faut vraiment le savoir. Alors, je ne vous dis pas que je ne ferai pas d'interférence, qu'on soit clair. Mais je vous dis qu'il y aura de la diffraction, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y en aura assez pour faire un exercice complet? Pour l'instant, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aura pas de la diffraction en interférence? Mais vous êtes sûr qu'il y aura de la diffraction en lumière. Si je m'entraîne sur un site web sur Internet, en fait, il y a plus de diffraction. Alors, de mémoire, sur les exercices de bac que vous avez sur Internet, il n'y a que de la diffraction. Il y a un tout petit peu, mais il n'y a pas d'exercice d'interférence. Il y a des exercices complets de diffraction, mais il n'y a pas d'interférence. Il y a des petits bouts de questions parfois sur l'interférence. Je pense notamment à un exercice sur les CD où je voulais. Enfin, vous n'étiez pas là, mais si vous avez regardé la vidéo, j'espère. Ah non, pas mercredi. Mais, bon. Donc la figure d'interférence, c'est ce qui sert à faire les lectures de CD ou de DVD. Donc voilà.
Mais c'est sûr que mon exercice, il portera plus sur la diffraction que sur l'interférence. Allez, donc on corrige le 482 avec mes petites vagues. Ah non, c'était un son, c'était des haut-parleurs. Ouais, c'est ça, c'est deux haut-parleurs. Donc comme moi j'aime bien les petits dessins, haut-parleur 1, haut-parleur 2, voilà, avec une distance d'1,20 m qui les sépare. Il y a un nom pour la distance ou pas? Oui, petit d. Et faites attention dans le sens où, en termes de vitesse, ils mettent la lettre petit c. Alors que moi, dans le cours, j'ai mis la lettre petit v. Donc, n'oubliez pas que quelle que soit la manière dont moi j'ai pris l'habitude de vous écrire les choses, ce qui est important, enfin, n'oubliez pas, j'ai rien dit, il n'y a plus d'exercice de bac. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui est important, c'est que vous prenez les notations qui vous sont données dans l'énoncé. On ne peut pas changer les... Enfin si, théoriquement, vous avez le droit de changer les notations. Hein. Mais c'est un exercice un peu dangereux. Moi, ça m'a coûté 5 points le jour du bac. Il faut faire quand même attention. Alors, première chose, on vous donne la valeur de la vitesse, la valeur de la fréquence, on vous demande la longueur d'onde. Allons-y, on applique la formule. Alors, j'applique la formule directement avec les données de l'énoncé. Bien sûr, la longueur d'onde, c'est C fois la période, mais là, ici, on ne me donne pas la période, on me donne que la fréquence. Donc, je mets la valeur de la vitesse et de la fréquence. On a 336 sur 1060, ça fait 0,21. Oui. Elles sont toutes dans les trucs de révision. Je vous ai donné tout un petit papier avec toutes les formules de première. Vous savez, les lambda égale C fois T est égal à C sur F est égal à 1 sur sigma. Tout ça, c'est dans la fiche de révision. Alors oui, quelque part, mademoiselle l'a fait votre question, elle me fait penser à une chose qui est certaine. Hein. Dans les révisions sur les ondes, vous avez ça. C'est-à-dire que dans les questions sur l'interférence, sur la diffraction, d'accord, c'est ce qu'on va faire. Mais vous avez toutes les formules que je vous ai mis dans les rappels. Et ça, il ne faut pas les oublier. C'est bon, vous les avez retrouvés? Si, c'est bon? Donc tout ça, c'est les formules qu'il faut garder. J'ai mis ici, j'ai traduit ma figure en fonction de ce qui était dans l'énoncé. Première chose que vous voyez, j'espère que c'est ça. Une distance donnée en centimètres. Alors, comme ici, cette distance, je ne fais pas de calcul, j'ai tout à fait le droit, on l'a vu mercredi encore, on a tout à fait le droit de la laisser en centimètres. Ce n'est pas obligatoire de mettre 1,2 m. Mais, il faut savoir jongler entre les deux. Donc, soit petit d, vous me le mettez en mètres, soit lambda, vous me le mettez en centimètres. Mais de toute manière, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, vous compariez les deux valeurs. Oui? Alors, ça va dépendre. Il y a des moments où le schéma est obligatoire. Je pense par exemple aux exercices de mécanique, dans lesquels vous avez de la chute libre ou des choses comme ça. Et donc, le schéma est quasiment obligatoire, puisque c'est là-dedans que vous allez définir votre repère. Oui. Sauf si vous prenez les 2 ou 3 lignes nécessaires pour dire que vous prenez un axe X horizontal dirigé, etc., un axe Y. Mais autrement, le schéma est obligatoire. Là, ici, le schéma n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien en faire parce que c'est un réflexe qu'on a en physique. On fait un petit dessin. Ça permet de fixer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'ici, ce n'est pas du tout une obligation.
D'autres questions? Est-ce que mes haut-parleurs sont en phase? C'était pas posé, hein, c'est moi qui l'ai posé. Autrement dit, est-ce qu'ils émettent leur maximum en même temps, leur minimum en même temps? Et est-ce que ça permet de les envoyer en phase après? Alors après, on est bien d'accord. Oui, parce que, ou non, parce que. Ouais, et il y a un décalage, pourquoi? La distance. Voilà. Ici, vous avez 1,20 m, et 1,20 m, c'est 6 fois 20 cm. 1,20 m, ce n'est pas un multiple entier de 21 cm. Donc ma distance entre les deux haut-parleurs n'est pas un multiple entier de longueur d'onde. Mes haut-parleurs, ils vont être déphasés. Ça ne veut pas dire que là-dedans, je n'aurai pas des points où ça va arriver en phase. Hein, puisque ce n'est pas la position des haut-parleurs qui va être importante, c'est la différence de marche entre les deux. Hein. Mais là, ici, j'ai deux haut-parleurs qui ne sont pas séparés d'un nombre entier de longueur d'onde. Donc forcément, ça va rendre les choses un tout petit peu plus compliquées. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, je place un micro. Et voilà. Donc j'ai un micro placé en un point M, quelconque, et je veux trouver la relation mathématique entre donc, mon haut-parleur ici, que j'appelle le point H1, ici, que j'appelle le point H2, et donc on fait la différence de marche, H2 ou H1? H2. H2M moins H1M. Et je veux exprimer ça en fonction de la position du point M. Et la position du point M, elle est donnée, finalement, même remarque, par un repère autonormé que l'on a placé, je crois que c'est en H1. Voilà, en H1. On vous dit que le point M est situé à une distance x de H1. Bon, j'ai placé une distance x, c'est comme si j'avais un repère autonormé, ça c'est mon point origine, puis j'ai un axe des x là. Et on veut la relation entre delta et x. Une fois que vous avez ça, il y en a un qui est facile, hein. C'est lui. H1M, parce que par définition, H1M c'est x. Oui. Voilà. H2M c'est quoi? Bah, graphiquement, c'est pour ça que j'aime bien le côté graphique. H2M, c'est ça. Oui. Et on voit bien sur mon graphique que si je fais ma partie rouge plus la partie noire, ben ça me donne la partie verte. Et puis on a donc H2M plus X est égal à D. En étant bien d'accord que ce n'est pas une formule, c'est simplement je regarde ma courbe et j'ai bien H2M plus X qui est égal à D. C'est mon dessin qui me permet de trouver la relation qui est ici. D'où effectivement, comme disait votre camarade, H2M, c'est D moins X. J'ai H1M, j'ai H2M, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, ma différence de marche, qui vaut H2M, c'est-à-dire D moins X, moins H1M, moins X. Ça vous fait D moins 2X. C'est un petit peu la même idée que mon dx sur A de tout à l'heure. C'est une relation entre la différence de marche et la position du point qui m'intéresse. Et dans les autres questions, je vais balader mon point M pour voir si c'est des interférences constructives, destructives ou n'importe quoi. C'est bon, tout le monde y est? Après, petit c,
À quelles conditions le son capté par le microphone a-t-il une amplitude minimale? Pour être sûr, ils vous mettent interférence destructive. Ah. Pourquoi c'est pas 0? Interférence minimale. J'ai un haut-parleur à gauche, j'ai un haut-parleur à droite. Pourquoi il me parle d'interférence minimale et pas destructive d'interférence égale à 0? Oui, alors? Ah oui, mais si les deux valeurs ne sont pas égales à 0, je peux quand même avoir des destructifs qui est égal à 0. À quelles conditions? C'était quoi votre idée, monsieur Millot? Alors, attention, même si au départ j'ai un décalage, il y a bien des moments où ça se croise. Donc, il y aura des moments où les vagues seront avec des crêtes ensemble et puis des creux ensemble. Enfin, là, c'est pas les vagues, c'est du son. Mais il y a des moments où j'aurai deux maximums ensemble et puis deux minimums ensemble. Ça, d'une manière, du moment que j'ai une interférence, il y a toujours un endroit où ça fait une interférence constructive. Non, c'est plus simple que ça. Où est-ce qu'on vous a dit dans l'énoncé que lui et lui envoyaient le même son? Là, si ça se trouve, j'ai 80 décibels, et si ça se trouve, j'ai 60 décibels. Vous voyez? Alors, c'est pas très bon ce que je vais vous dire, mais une interférence destructive, si là j'ai 80 et là j'ai 60, bah, l'interférence destructive, ça va vous donner 20. Hein. Pour que j'ai une interférence destructive à 0, il faut que j'ai la même puissance sonore ici et la même puissance sonore ici. Vous voyez? Par contre, quelle que soit mon interférence destructive, je serai toujours au minimum. J'ai vu lever une main, mais je ne sais plus qui. Il y avait une question? Non, c'est bon? Alors, cette question petit c, finalement, c'est quoi comme question? Quel type de question c'est? Oui? Ouais. Et donc, concrètement, ouais, c'est une question de cours. On vous demande de rappeler la formule. Question de cours typique. Donc, petit c. Hein. Alors, je vais un petit peu rapide parce que ça a sonné et que j'aimerais quand même qu'on aborde la chimie. Donc, j'ai une interférence destructive si j'ai delta égale 2K plus 1 lambda sur 2. Et la deuxième partie, j'ai une interférence constructive si j'ai delta qui est égal à K fois lambda. Donc là, je donne mes deux formules du cours. La question petit b, c'est le lambda concret avec mes haut-parleurs. La question petit c, c'est mes formules du cours. Dans la question petit d, je vais avoir des applications numériques pour comparer les deux. C'est bon, tout le monde y est? Alors, on prend x égale 39 cm. Premier cas, x égale 39 cm. Alors, si j'y vais sans trop m'embêter, en fait, mon point M, c'est quasiment ça. 39 cm, on est d'accord, en gros, c'est 40. Et finalement, 40, c'est un tiers de 120. Donc, ça veut dire que ici, j'ai un tiers, et ici, j'ai à peu près 2 tiers. Donc, sur ma figure, on est à peu près là. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est, finalement, qu'est-ce qui se passe? L'amplitude du son reçu est-elle maximale, minimale ou quelconque? Autrement dit, est-ce qu'à ce point-là, j'ai une interférence constructive, destructive, ou rien du tout, enfin, une interférence quelconque? Avant de répondre, on a fait l'application là. Ouais, je crois que c'était lundi. Hein. J'ai un doute, à moins que ce soit la semaine dernière, mais l'idée c'est la suivante. Quand vous avez des distances, pour savoir ce qui se passe, il faut toujours comparer la distance à la valeur de la longueur d'onde. Donc je vous rappelle qu'elle est égale à 21 cm ou 0,21 m. Si vous voulez faire quelque chose, il faut toujours travailler en comparant avec la longueur d'onde. J'ai une valeur de x, j'ai mes deux formules ici, donc finalement, concrètement, ma question c'est, voilà, je vais calculer delta, et je vais voir s'il est un multiple de lambda sur 2, ou un multiple de lambda. Autrement dit, est-ce que c'est un multiple de 21, ou est-ce que c'est un multiple de 10,5?
puisque 21 divisé par 2. Donc je calcule, et ça va être ma démarche sur les 4 points, je vais calculer la différence de marche, et je vais voir si c'est du destructif ou si c'est du constructif, tout simplement en comparant les valeurs numériques. Et la valeur de D à calculer, elle est là. Donc, on calcule la différence de marche, c'est D moins 2x. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour les unités? Soit j'ai des unités qui sont semblables, et donc ça va bien, soit je suis obligé de me mettre en unité standard. Je suis tout en centimètres, j'ai le droit de faire mes calculs en gardant tout en centimètres. Parce que c'est tout exprimé dans la même unité. Donc D, c'est 120, et puis moins 2 fois 39. Oui? Celui-là? C'est delta? C'est lui? Enfin, c'est celui qu'on a le... Enfin. Et regardez comme on a de la chance, ça fait 42 cm. Et 42 cm, ça veut dire que ma différence de marche, c'est 2 fois 21 cm. Bref, c'est 2 fois lambda. Je compare ma différence de marche avec la longueur d'onde. Et je regarde ce que j'obtiens. Et là, je trouve une différence de marche de 42 cm, c'est 2 fois lambda. C'est donc une interférence constructive. Oui, monsieur Parpet? C'est une interférence constructive. Éventuellement, si vous voulez bien faire, avec k égale à 2. Les 3 autres questions, c'est ce modèle-là. Seul va changer le résultat final. Ensuite, on est à 86,25 cm. 86,25 cm, ça veut dire qu'on est à peu près par là. Après les 2 tiers. Donc, je vais avoir un X que je vais appeler, je ne sais pas, 2, de 86,25 cm. 25 ou 0,5 0,25. Même structure. 1, je calcule la différence de marche. 2, je compare cette différence de marche à lambda. Donc, mon deuxième delta, c'est D moins 2x2, c'est-à-dire 120 moins 2 fois 86,25. 160, 172. Ça fait ça. Et donc, ça fait 10,25 fois 5. Non, pardon. Ça fait 5 fois 10,25. C'est-à-dire 5 fois lambda sur 2. Alors moi, sur ma calculatrice, je n'ai pas fait comme ça. J'ai fait 52,25, j'ai divisé par 21 et j'ai regardé ce qu'il me restait. Et il me restait 2,5. Puis après, je réorganise mon calcul. Oui? Ouais. On a? Ouais, c'est ça. Alors, attention. Zut, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur, mais attention. Oui? Pardon? Si, 10,5. Avec mon 25 là. Ah. Attention, 6 moins. Ce qui fait que c'est pas un 2, c'est un moins 3 en fait. Parce que 2k plus 1, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, plus 1, ça fait moins 5. Donc,
interférence destructive avec K égale moins 3. Oui. Et non, justement, c'est ça l'idée. C'est que c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai traduit. L'amplitude du son est-elle reçue, est-elle maximale, minimale ou quelconque? Donc, amplitude maximale, interférence constructive. Amplitude minimale, interférence destructive. Amplitude quelconque, rien du tout. Oui. Donc, c'est vrai qu'on vous pose la question avec l'amplitude du son, mais parce que ça vous demande de passer de l'amplitude du son à la notion d'interférence. C'est pour ça que, alors c'est vrai que je vous ai dit que je vais un petit peu vite là parce que la pause a sonné, mais je vous ai dit oralement qu'on traduisait ces amplitudes maximales et minimales par interférence constructive et destructive. Donc là où vous avez raison, c'est qu'on met une petite phrase au tout début de la question. Ah, ça, vous devez le savoir. Ce qu'on appelle l'interférence constructive, c'est quand l'amplitude est maximale. Et différence destructive, l'amplitude est minimale. Pour ça, je vous ai parlé des haut-parleurs tout à l'heure, avec une amplitude minimale qui était égale à 0, si les deux sons avaient la même puissance. Une question, mademoiselle Saunier, ou non? D'autres questions? Voilà, après derrière, on continue. Vous avez un lambda à x qui vaut 63,5. Donc, troisième cas. Donc, je vais appeler x3. Et donc, ma différence de marche, c'est d moins 2x3, c'est-à-dire 120 moins 2 fois 63,5, et ça vous fait un delta de moins 7. Je compare à lambda, 7 d'un côté, 21 de l'autre, il y a un facteur 3, 3 fois 7, 21. Ça fait moins lambda sur 3. C'est un résultat très net, c'est tout ce qu'on veut, mais ça ne sert à rien du tout. C'est ni lambda sur 2. Donc c'est une interférence quelconque. Alors, je ne sais pas pourquoi ils en ont mis un quatrième quelconque. Donc on est d'accord, 63,5, on est à peu près au milieu. Et AX4 égale à 107. Donc une différence de marche, D moins 2x4, 120 moins 2 fois 107, 214, 94. Ouais. Et moins 94. Et ça vous fait du 4,5 lambda. « 4,5 » 84. Non, il y a quelque chose qui va pas là. Ouais, c'est ça, hein, là. Et là, il n'y a pas de virgule 5. Donc c'est pas bon. Ouais. 84 et 10,5. C'est pas 4,5. Ça doit être 4,4 ou un truc comme ça, je sais plus. Ça fait 4,5? Combien vous avez? 94 que divise 21?
Moins 4,47. Oui, non, mais moi ça me va. Hein. C'est pas 4,5. Ouais, mais voilà, c'est pas 4,5. Pour arriver à 4,5, il faut un arrondi. Donc j'ai une interférence qui est presque destructive, mais qui n'est pas destructive. C'est encore quelconque. Il ne fallait pas beaucoup, hein, c'est 94,5 cm. Si, parce que n'oubliez pas que K peut être négatif. C'est le même moins que celui-là. Et oui, parce que si je mets 15 chiffres après la virgule, j'ai 4,5, ça me donne l'impression que c'est 9 lambda sur 2. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Ouais. Voilà. C'est ni lambda sur 2, ni lambda. Donc, comme c'est pas un multiple de 21 et c'est pas un multiple de 10,5, pour moi, c'est quelconque. Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi ils vous ont mis 2 de suite, c'est deux fois la même chose. Sauf si, justement, l'idée, c'est peut-être d'insister sur le fait que ici, si je fais une approximation, j'ai 4,5. Et donc, c'est un piège. C'est peut-être ça l'idée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, c'est comme l'application qu'on avait faite avec les interférences au niveau des vagues. On compare. Ça, c'est un truc gardé en tête. On compare toujours avec lambda ou lambda sur 2. Et ensuite, on voit ce qui se passe. Bon, allez, prenez 5 minutes de pause et on passe à la chimie. Oui. Sur les ondes, donc vous donnez en fait des références. Ouais. Ouais. Ah ben, de toute manière, j'irai pas. Ce que je vais vous donner, c'est des exercices que j'ai pris sur le bac. Donc de toute manière, c'est des exercices sur la police. Hein. Alors après derrière, oui, je vais vous envoyer ça. Faut que j'y pense. Mais en dehors de ça, voilà, ça pose aucun problème. C'est d'autres exercices. Ah oui. Donc ouais, je vous fais ça. Alors, pas aujourd'hui, pas avec l'envoi d'aujourd'hui, parce que voilà, peut-être mieux aussi que je fasse ça rapidement, comme ça je suis sûr que je vais essayer.
Il est là. Oh, Ah oui. Allez, venez voir, s'il vous plaît. Voilà, hop, ça se voit comme ça. Ouais, pas terrible. Voilà. Donc, vous avez vu le petit envoi que je vous ai fait. Donc, on va travailler sur le redox. Je pense que c'est quelque chose que vous avez fait l'année dernière. Hein. Il s'agit de, pour montrer ça, en général, on prend un petit clou en fer, puis on le met dans ma solution, une solution de sulfate de cuivre, comme j'ai fait ici. Et ce qui est intéressant, voilà. Oups. Bon. Il ne veut pas. Ah, le voilà. Voilà. État initial. Alors, pas état final, mais état intermédiaire. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Millot et monsieur Schifano? Bon. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous avez vu ça en première. Ouais, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le terme rouillé, c'est ouais, oxydé, rouillé, enfin rouillé. Oxydé, c'est réagir avec l'oxygène. C'est pas tout à fait vrai. Même si là, votre terme est juste, parce que il est oxydé dans le sens où il a subi une réaction d'oxydation. Mais ça ne dit toujours pas ce qui s'est passé. Alors là, on n'est pas sur l'oxyde de fer. Hein. Même si ça a la même couleur, c'est pas de la rouille en fait, c'est du cuivre. Oui. Voilà. L'idée, c'est ça. Alors, je le remets dans le bon sens. J'ai mon tube à essai. J'ai mis dedans un clou en fer et une solution. Bon, si on peut le mettre comme ça. De sulfate de cuivre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le clou en fer s'est recouvert de cuivre. La partie un peu dorée que vous avez vue. Donc, si je reprends. Cette partie dorée, en fait, c'est du cuivre métallique. Et si je fais une analyse de la solution qui est là, j'ai une solution qui contient des ions Cu2+, j'ai une solution qui contient des ions sulfate, mais j'ai aussi une solution qui contient des ions Fe2+. Qu'est-ce qui s'est passé? Des échanges. Ouais, et il y a eu des échanges de quoi? Pas de cuivre, de fer. Ouais. Et donc, lui, il m'a donné du Cu. Lui, il m'a donné du Fe2+. Et donc, effectivement, monsieur Schifano, c'est un transfert d'électrons. J'ai un ion Cu2+ ici,
Vous vous rappelez que, quel que soit votre matériau, de toute manière, systématiquement à l'intérieur, les corps qui le composent sont en mouvement. Donc même si nous, on ne voit rien, à l'intérieur, c'est vraiment bazar. C'est-à-dire que mes ions CI2+, mes ions sulfate et puis mes molécules d'eau sont sans arrêt en train de bouger. Si elles sont sans arrêt en train de bouger, ça veut dire que vous avez sans arrêt des ions CI2+, qui vont venir taper sur le clou en fer. Et j'insiste bien par taper sur le clou en fer. Et au moment du contact, taper sur le clou en fer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre ion CI2+, va venir faire un choc avec un atome de fer. Et au moment où il y a choc, comme les ions CI2+, sont plus forts que l'atome de fer, les ions CI2+, vont récupérer 2 électrons, et l'atome de fer, lui, va en perdre 2. Donc, ce qui était CU2+, quand il récupère les électrons, ça devient du Cu. Et ce qui était Fe, quand il se fait prendre ces 2 électrons, ça devient du Fe2+. Donc lui, il est spectateur. Voilà. Ah. Donc lui, on va en avoir besoin quand on va faire notre étude de PUV. Il faudra garder en mémoire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une réaction qui correspond finalement, alors on dit souvent à un transfert d'électrons, ce qui est vrai. Enfin, ce n'est pas un vrai transfert au sens où quand il y a un transfert, celui qui prend et celui qui donne, ils sont d'accord. Là, le fer, il n'est pas d'accord du tout. Donc, il ne demande pas son avis. On récupère les 2 électrons. Et comment je sais que c'est bien des électrons qui sont récupérés avec le clou en fer? Eh bien, tout simplement parce que le cuivre, il est sur le clou en fer. Et qu'il n'est pas ailleurs. Et si je fais ça suffisamment longtemps, il n'y aura plus de fer du tout. Et j'aurai fabriqué un clou en cuivre. Qui ne me servira à rien, parce que comme c'est de l'amalgame, dès que je taperai dessus, ça va s'effondrer. Mais, de toute manière, finalement, j'aurai un clou avec que des atomes de cuivre, et ici, une solution avec des ions fer de plus. Je voulais vous le faire, vous avez vu, je laisse tourner depuis le début, je voulais que ce soit suffisamment long pour que on puisse voir la couleur verte des ions Fe de plus, mais 1 heure, ça n'a pas suffi. Voilà. Donc, basiquement, une réaction redox, c'est un transfert d'électrons entre 2 corps. Après, il y a tout le vocabulaire que je vous ai mis dans la feuille. L'oxydant, c'est le corps qui est capable de prendre des électrons. Donc, CU2+, c'est un oxydant. Le réducteur, c'est un corps qui est capable, alors on dit souvent qu'il y a un cas qui est capable de donner des électrons. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un corps qui est capable de se laisser prendre des électrons. C'est pas tout à fait pareil. Donc, Fe est un réducteur. Et j'ai une réaction entre les deux qui finalement se traduit par une équation bilan qui s'écrit Cu2+, plus Fe, plus 2 électrons, va me donner Cu, plus Fe2+, plus 2 électrons. Les 2 électrons ici étant 2 électrons perdus par le fer et 2 électrons gagnés par le cuivre. Donc les 2 électrons, quelque part, je peux les simplifier l'équation bilan si je le souhaite. Oui. Oui. C'est l'ion cuivre, l'oxydant, qui prend les électrons. Ouais. C'est U2+, hein, attention. Donc l'ion cuivre. Ah non, c'est Cu2+. Vous vous rappelez, hein, Cu2+, c'est parce qu'il a perdu 2 électrons. Puisque les électrons, c'est charge négative. Donc un ion positif, c'est qu'il a perdu 2 électrons. Donc lui a perdu des électrons. Et globalement, quelque part, il veut les récupérer. Donc pour récupérer ces électrons, il va aller, entre guillemets, taper sur moins fort que lui. Ouais, si j'exagère, alors, je prends les choses comme ça. Hein. Monsieur Sibuet a été vous piquer un crayon rouge dans votre trousse. Ah oui, c'est U2+, donc je parlais de lui et de lui. Ce que j'ai au début. À l'état final, c'est voilà, c'est ça et ça. Donc c'est bon. Finalement, c'est un transfert d'électrons, pour reprendre le terme habituel. Et un transfert d'électrons, ça vous rappelle quoi dans un tout autre domaine? Où est-ce qu'on a des électrons qui bougent? Ouais. Mais dans quelque chose qu'on n'a pas encore revu cette année. Dans? Ouais, on s'en rapproche, mais pas encore tout à fait. Plus simple que ça. Une partie du cours que vous avez vu depuis le collège et qu'on pour l'instant n'a pas encore revu. Un mouvement d'électrons. Ça a un autre nom, plus connu. Ouais, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas encore. On s'en rapproche. Un mouvement d'électrons. Ouais, alors ça marche aussi, mais ça, c'est un cas particulier. En fait, un mouvement d'électrons, c'est un courant électrique.
tout, hein. C'est ce qu'on a là. Donc en fait, ça, c'est un mouvement d'électrons comme on a dans un circuit électrique. Sauf que ce mouvement d'électrons, il est très court. Il est entre Cu2+, et Fe. Et à partir de cette idée-là, je vais fabriquer des piles. Mais des vraies piles. C'est-à-dire celles que vous utilisez chez vous. On va parler là. Et pour fabriquer une pile, il faut que le courant électrique sorte de la pile, traverse le circuit électrique et revienne dans la pile par un autre chemin. Donc en fait, il faut que mes électrons, au lieu d'aller directement de Fe à Cu2+, j'écarte Fe et Cu2+. Pour que les électrons, quand ils aillent de Fe à Cu2+, ils soient obligés de passer par le circuit électrique. Donc je vais prendre mon système, je vais écarter mon clou en fer de Cu2+. Et pourquoi ça va marcher? Parce que Cu2+, finalement, pour prendre les électrons du fer, il n'a pas vraiment besoin d'être en contact avec le fer. Il a besoin d'avoir un lien avec les atomes de fer, mais dès qu'il a un lien avec les atomes de fer, il va lui piquer ces 2 électrons. Donc mon idée, c'est ça. Je garde le sulfate de cuivre dans mon tube à essai, parce que si je ne le garde pas dans mon tube à essai, de toute manière, il s'en va. Et le clou, je le mets ici. Donc au lieu de mettre le clou là-dedans, au lieu de mettre le clou dans le tube à essai, je mets le clou là. Sauf que là, ça ne marche pas. Hein. Enfin, je veux dire que je n'ai pas des électrons qui passent de là à là, enfin ça serait. Hein. Puis en plus, je prendrais du courant électrique, donc ça marche. Donc il me faut un lien électrique. Il faut que je mette un fil conducteur qui permet aux électrons de passer du fer au Cu2+. Donc il faut que je mette un fil conducteur là. Mais après, il y aura du cuivre sur déjà. Et donc, si je fais ça, lui, petit à petit, et donc je vais répondre à votre question, lui, petit à petit, va se désagréger, parce que mon fer va se transformer en un Fe2+, et lui, petit à petit, je vais avoir du cuivre qui va se fabriquer, et donc il va tomber au fond du tube à essai. Hein. Le fil conducteur, c'est un fil de fer, il ne va pas se désagréger Alors, avant le coup. Là, pour mon expérience, alors, bon, déjà, concrètement comme ça ne va pas suffire, mais on y arrive tout doucement. Là, ici, j'essaye de prendre un fil conducteur qui soit pas, enfin, qui perturbe pas mon expérience. Donc, je vais plutôt mettre de l'or ou du platine. Donc, un truc d'abord très conducteur, parce qu'un système comme ça, c'est quand même assez aléatoire, hein, mais quelque chose qui ne se mêle pas à mon système. Et ça, alors, c'est le début, mais ça, c'est théorique. C'est-à-dire que concrètement, ce truc-là, ça va quand même pas encore marcher. Ça va pas marcher, pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, hein, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un circuit électrique marche? Il faut qu'il soit fermé. Donc il faut que je puisse avoir un courant électrique qui circule. Donc il faut quand même que j'ai un retour. Et donc le système qu'on emploie, c'est ça. Ouais. Pas pratique ce système. Ouais, ça devrait être bon. Hop. Et j'ai mon sulfate de cuivre et je mets une lame de cuivre métallique. Alors, au niveau du matériel et pour des raisons pratiques, j'ai pas pris du fer, là j'ai pris du zinc, mais ça revient au même. C'est parce que la solution de sulfate de fer, c'est un peu plus compliqué à construire. Mais c'est la même chose que si je mettais un clou en fer ici. Et là, non, j'ai ceci. Et quand je fais ça, je vais relier les deux avec ce qu'on va appeler techniquement un pont salin, c'est-à-dire quelque chose conducteur qui va me faire le retour du courant. Donc, on parlera vocabulaire après. Ouais, c'est ça. Hop. Ben alors, monsieur Millot, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Comment je sais que j'ai une pile qui marche? S'il y a une courant qui passe, ou l'autre. Ouais, on peut mettre une petite diode pour que ça passe. Deuxième méthode, regarde s'il y a une tension. Ah. Hop. C'est pour ça que quand une pile elle est très vieille, il y a une sorte de dépôt qui sort. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai mon voltmètre.
Et vous regardez. Et j'ai ma tension. Pas lourd, hein, 1,1 à peu près. Ouais, ça va dépendre un peu, vous voyez, ça bouge. Ça dépend si je touche le pont salin ou pas. Voilà. Donc en gros 1,1 volts. Voilà, j'ai créé une pile. Et les piles concrètes, c'est ça. Hein. Pas sous cette forme-là, parce que bien évidemment, si je ce genre de bricolage, c'est pas pratique. Hein. Ouais. Mais je vous montrerai. Ben non, je vous montrerai pas. Je vous montrerai à vos camarades de l'autre groupe, hein, vu l'heure qu'il est. Mais je vous montrerai, j'ai tout un petit stock de piles que j'ai dépioté, etc., pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est voilà, c'est ce principe-là, mais compacté. Pardon? Les piles, non? Alors, vous avez par exemple les piles de 1,5 V, les standards, la partie extérieure, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un bécher avec ma lame métallique, je me sers de ma lame métallique pour mettre un bécher. Et au lieu de mettre un papier comme ça, en fait, je mets mes deux béchers l'un dans l'autre. Donc, j'ai mon truc de zinc à C'est l'extérieur. pour ça qu'il y a un peu de liquide des fois. C'est pour ça. Alors, le liquide que vous récupérez parfois quand vous l'avez laissé sur place assez longtemps, c'est de l'acide. Hein. Donc, faites attention, mettez pas trop les doigts. Non, Mais voilà, c'est parce que les solutions qu'on a ici, c'est pas du zinc et du CuD+, c'est quelque chose de plus élaboré. Et notamment dedans, vous avez parfois soit de l'acide, soit de la soude. Mais voilà, j'ai une réaction chimique qui est une réaction redox. C'est pour ça que vous avez des piles rechargeables et des piles non rechargeables. La pile rechargeable, c'est quoi? Ben, c'est quand mon courant électrique, je peux le faire aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai une réaction CuD+, plus FE. C'est-à-dire que ma pile, elle va s'arrêter quand? Voilà. Quand il y en a. Hein, là, voilà, on retombe sur le calcul habituel. CuD+, FE. Je calcule combien j'ai de CuD+, je calcule combien j'ai de fer dans mon clou, avec les formules habituelles, puis je regarde lequel des deux est limitant. Et puis, une fois que le limitant est fini, la réaction s'arrête. Imaginez que ce soit le CuD+. C'est souvent le cas. La partie métallique, elle est plus compacte, donc sur un plus petit volume, il y a plus d'atomes. Donc, imaginez que ce soit CuD+. Une fois que c'est terminé, ben finalement, dans ma solution, j'ai ça. Si je rajoute des électrons, qu'est-ce qui va se passer pour mon Fe2+? Ah ouais. Si je rajoute des électrons, mon Fe2+, il va récupérer des électrons, il va refaire le clou. Mon CuD+, si je fais tourner les électrons, ben en fait, je vais arracher les électrons en Cu. Donc, une pile rechargeable, c'est une pile dont je peux inverser le sens de la réaction. Mais dont je peux inverser le sens de la réaction sans changer les données du problème. Là, ici, elle n'est pas rechargeable, ma pile. Pourquoi? Ben parce que ici, qu'est-ce qui va se passer sur mon clou en fer quand ça va se réagir petit à petit? Il va se désintégrer petit à petit. Voilà. Alors, voilà, on est d'accord sur le principe. Le mot désintégrer m'embête toujours un peu en chimie, mais voilà, c'est ça. Mon clou en fer, il va partir en morceaux, puisque le Fe va être remplacé par du Fe2+. Donc, du coup, le Fe2+, il n'y a aucune raison de rester là, puisque c'est pas une partie métallique. Donc, au fur et à mesure, mon clou va disparaître. Puis, je vais avoir en dessous, quelque part, un petit tas de Fe2+. Si je renvoie mes électrons, je vais refabriquer du fer. Mais c'est clair, hein, je ne vais pas refabriquer un clou. Je vais passer d'un tas de Fe2+, à un tas de Fe, mais ce ne sera pas un clou. Donc, ce ne sera pas rechargeable. Oui? C'est au moment de la recharge que ça inverse. Pardon? Que ça inverse l'équation. Ouais. Finalement, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le concret. Donc c'est au moment de la recharge que ça revient. Et ça revient, on revient à l'état initial. Et hop, on repart pour un signe. Bah alors pourquoi, au bout d'un moment, vous pouvez les recharger? À cause de ça. C'est-à-dire que, sans mon histoire de clou, parce que c'est un petit peu autre chose, mais c'est quand même la même idée, quand vous le rechargez, pendant l'utilisation, les réactifs et les produits, ils migrent quand même. Donc, le fait de recharger, ça vous remet les électrons au bon endroit, mais ça ne vous remet pas forcément les réactifs exactement au bon endroit tout le temps. C'est pour ça qu'il y a un moment où c'est limité. Alors, les piles rechargeables, c'est un peu particulier parce que c'est tout petit, mais les piles rechargeables que vous connaissez ou que vous commencez à connaître, hein, c'est les batteries de voiture. Les batteries de voiture, c'est une grosse pile rechargeable. Mais une batterie de voiture, vous en avez pour 6 ans. Donc, vous avez des recharges qui sont quand même assez régulières. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le principe? Non? C'est bon pour tout le monde? Allez, vous regagnez vos places. On va faire un petit bout de rappel. Bon, j'espère que ça se voyait.
Alors, une des conséquences pratiques de l'absence d'épreuve au mois de mars, c'est que je récupère mon temps tranquillement. Donc, on va se remettre à refaire des rappels plus conséquents, contrairement à ce qu'on a fait sur les ondes, hein, et puis un petit peu ici, puisque finalement, on va avoir le temps de le faire, ces rappels. Donc, mon chapitre, j'ai appelé ça étude de pile. Ou alors ça, j'en sais rien. Oui. J'ai fait combien de chapitres, mademoiselle l'a fait? C'est le 6e? Bon. Donc, étude des piles. Je suis un peu rapide sur les rappels puisque je vous ai envoyé un papier avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ben déjà, toutes les définitions. C'est-à-dire, le plus important, les termes oxydants et réducteurs. Donc, ne les réécrivez pas, hein, puisque je vous ai envoyé un petit papier là-dessus. Alors, vous l'imprimerez et puis. Donc, savoir, mais vraiment bien savoir, qu'un oxydant, c'est un corps qui est capable de gagner des électrons. Un réducteur, c'est un corps qui est capable de se laisser prendre des électrons. Dans le langage courant, on dit perdre des électrons. Gagner des électrons, perdre des électrons, échanger des électrons, ça devrait vous rappeler quelque chose en termes de mécanisme, tout ça. Si ce n'est pas des électrons que je gagne ou perds, oui, je crois l'avoir entendu. Acide base, gagner un H+, perdre un H+, échanger des H+. Finalement, redox et acide base, c'est la même structure. C'est pour ça que, vous vous souvenez, il y a des couples redox, comme il y a des couples acide-base. Il y a des demi-équations bilan, comme il y a des demi-équations bilan pour l'acide-base. Enfin, des équations. Donc, on va retrouver exactement la même structure. Donc, on va retrouver exactement les mêmes principes. La seule différence, c'est qu'au niveau oxydant-réducteur, il n'y a qu'une seule catégorie. Il n'y aura que des réactions totales. Jamais d'équilibre chimique. Donc, vous avez ça. Et là où il faut faire attention, c'est qu'en fait, il n'y a pas que 2 définitions à savoir. Il y en a 6. Parce qu'en plus de oxydant, vous avez certainement entendu l'année dernière les termes oxydé, et puis le terme oxydation. Et puis vous avez réducteur, réduit et réduction. Et la difficulté, c'est de faire le lien entre tous ces noms. Donc, l'oxydation et la réduction, tout ça, c'est des réactions chimiques. L'oxydant et le réducteur, c'est les réactifs. Oxydé et réduit, c'est les produits. Donc tout ça, ça porte sur la même signification. Mais ce n'est pas au même endroit de l'équation de bilan. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, mon oxydant, c'était Cu2+. Mon réducteur, c'était Fe. Et la difficulté de ces 6 définitions qui se ressemblent,
c'est le lien entre les réactifs, les produits et la réaction. Parce que c'est un lien croisé. L'oxydant, c'est celui qui provoque une oxydation. Tout le monde me suit bien? Donc, celui qui subit l'oxydation, c'est le réducteur. Le réducteur, c'est celui qui va faire une réduction, qui va induire une réduction. Donc, celui qui subit la réduction, c'est l'oxydant. Parce qu'une opération de réduction, contrairement à ce que son nom l'indique, que quand on fait réduire quelque chose, a priori, c'est que c'est plus petit à la fin qu'au départ, en fait, une réduction, c'est un gain d'électrons. Et donc, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Et donc, celui qui perd des électrons, c'est celui qui est capable d'en perdre. Celui qui gagne des électrons, c'est celui qui est capable d'en gagner. Donc, l'oxydant subit une réduction. Donc, l'oxydant, à la fin, il a été réduit. Le réducteur subit une oxydation. Tiens, on va changer de couleur. Le réducteur subit une oxydation, donc le réducteur est oxydé. Après, voilà, il faut se souvenir de tout ça. Alors, je vais moins vous parler des épreuves de bac, puisque le problème ne se pose plus. Mais tout simplement des épreuves qu'on fera ensemble. Et comme les épreuves qu'on fera ensemble, c'est des exercices de bac, de toute manière, ça revient au même. Dans tous les exercices de bac que j'ai vus là-dessus, donc celui que vous aurez à voir, mais après celui sur le satellite, il y avait des questions de définition. Sur les 6 définitions qui sont ici, on vous en demandait 2. Soit oxydant-réducteur, soit oxydation-réduction, un peu moins souvent oxydé et réduit. C'est surtout les réactions ou les réactifs. Mais il y avait 2 définitions systématiquement à donner. Bien sûr, après, il fallait les appliquer, mais il y avait surtout 2 définitions à donner. Donc, il faut avoir ça vraiment en tête. Donc, du coup, je n'ai pas une réaction. J'en ai 2 qui se traduisent par une équation bilan. Et c'est là où le terme équation bilan prend tout son sens. Équation bilan. C'est-à-dire, au global, je regarde ce qui se passe. Et vous avez 2 réactions. Une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. C'est pour ça que on vous a parlé l'année dernière des réactions d'oxydation, réduction. Ça, c'est le nom complet. Parce que je ne peux pas avoir un corps qui gagne des électrons si j'en ai pas un qui perd. Donc, j'ai toujours mes 2 réactions qui sont simultanées. Et cette réaction d'oxydation-réduction, comme le nom est un peu grand, on a pris l'habitude de mettre des abréviations. Vous avez peut-être plutôt vu une réaction d'oxydo-réduction. Et moi, je vais carrément jusqu'au bout. Je prends plutôt le terme de réaction redox. Bon, ça a inversé le terme oxydation-réduction, mais redox, c'est plus facile à dire que oxred. Donc, je parle de réaction redox. Enfin, quand je vous dis je parle de réaction redox, il n'y a pas que moi. Hein. Ce n'est pas une invention personnelle. Mais je prendrai celle-là parce que c'est plus simple à dire. Donc, il y a toujours ça. Jusqu'à là, c'est bon? Tout le monde se souvient? Comme je vous disais, pour les acides bases, il y avait des couples acido-basiques, il y aura des couples oxydoréducteurs. Et faites attention. Et là, je crois que c'est quasiment tout le monde qui le fait. C'est un couple oxydant-réducteur. Néanmoins, on parle toujours de couple redox. Pour la même idée que tout à l'heure, c'est que redox, c'est plus facile à dire que oxred. Mais par contre, la difficulté,
c'est que c'est un couple oxydant-réducteur. C'est-à-dire quand je le présente, j'ai l'oxydant slash le réducteur. Si vous mettez l'inverse, c'est clair, pour la question, vous aurez 0. Ce qui veut dire en application pratique, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai deux couples. J'ai le couple Cu2 plus Cu, parce que Cu est l'oxydant, pardon, Cu2 plus est l'oxydant, Cu le réducteur. Et attention, le couple Fe2 plus Fe. Parce que Fe2 plus est l'oxydant, et on a vu que Fe c'était le réducteur. Donc toujours oxydant, toujours réducteur. Il y a plein d'exercices où on vous donne l'équation bilan et on vous demande de trouver les couples. Donc il faut avoir ça en tête. Oui? Pas forcément, parce que vous avez celui-là aussi. Et là, on est bloqué, parce qu'avec votre idée, qui est finalement une bonne idée, hein, dans la majorité des cas, on mettra plutôt Mn de plus, Mn au 4 moins. Donc, il faut faire attention. Là, vous avez les couples simples, qui sont des couples métalliques. Ça va être 80% des exercices. Mais 20% des exercices, ça va être quand même ce genre de couple-là. Un peu plus surprenant. Là, j'enlève pour l'instant, il ne m'intéresse pas. De la même manière que chaque couple acido-basique HA, j'avais HA donne A- plus H+, là, on a les demi-équations bilan. Là, vous avez Cu2 plus 2 électrons donne Cu, et Fe2 plus 2 électrons donne Fe. C'est la demi-équation bilan du couple redox. C'est ce qui relie la forme réductrice à la forme oxydante. Je prends ma demi-équation de Cu2+, et j'ai réécrit en gros, pour avoir de la place. Première chose, attention, mon analogie acide-base, elle a des limites. Et une des limites, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a dit pour les équilibres chimiques. Ça n'est pas un équilibre chimique. C'est un symbole de notation. On verra ça lundi. Donc lundi, avec vos camarades, je finis les rappels et puis on commence l'étude des piles. Avant les vacances, il y avait un morceau de vidéo que vous n'avez pas publié. Oui, et je suis toujours en train de chercher une solution. Et plus je cherche, moins je trouve. Et justement, c'était pas sur le satellite des satellites. C'est bien possible ça, oui. C'était en décembre. C'était la semaine avant les vacances. Parce que la deuxième partie de la vidéo, c'était le début des rappels du satellite d'après. On voit. Je suis en train de me demander si c'était sur les satellites. On a fait des satellites. C'était les satellites ou c'était l'aspect énergétique? Je me souviens plus. Ouais. Et savoir du coup par rapport au si elle n'est pas le Vous aviez récupéré le cours avec vos camarades? à peu près. Ouais, on va essayer de faire un petit peu plus qu'à peu près. Comme ça ira, je pense. Mais je peux pas vous. Enfin, j'ai quand même l'impression que j'y arriverai pas. Ça fait plus de 3 semaines que je suis dessus. J'ai cherché sur internet, j'ai demandé à des gens qui connaissent un peu. Mais voilà, les gens s'y connaissent un peu. Les gens qui soient vraiment bons dans la vidéo, j'en connais aucun. En tout cas, voilà. Au revoir.